Pour ce premier Cosmocast, je vous invite à découvrir l'une des plus anciennes constellations du ciel de l'hémisphère boréal, le Taureau et l'astérisme des Pléiades qui l'accompagnent. Apparue probablement il y a plusieurs millénaires, cette figure tutélaire d'un animal sauvage devenu domestique a été patinée par le temps et les différentes communautés humaines qui l'évoquèrent. La constellation du Taureau, telle qu'elle est représentée aujourd'hui dans les cartes du ciel international, est un héritage babylonien qui a transité dans le monde gréco-romain, puis la Perse médiévale. Dans l'hémisphère nord, c'est en ce moment, à l'orée de l'hiver, que le Taureau et les légendaires Pléiades font leur apparition. Il faut les guetter au-dessus de l'horizon nord-est, dans l'ombre de la Terre qui s'avance. Quelques heures plus tard, vers minuit, la grappe d'étoiles des Pléiades atteint le méridien, passe au-dessus du sud et culmine dans le beau ciel glacé serti d'étoiles. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit, après une longue traversée d'est en ouest, que ces deux figures disparaîtront sous l'horizon. La proximité du Taureau et surtout des belles et intrigantes Pléiades avec le point vernal, à la croisée de l'équateur céleste et de l'écliptique, font de ces deux figures de fabuleux marqueurs de la respiration du monde, le cycle des saisons. Aussi loin que l'on puisse remonter dans le temps, et chez presque toutes les sociétés du monde, la grappe d'étoiles est associée au changement des saisons. Tantôt, comme en ce moment, leur arrivée prévient des pluies, des tempêtes, du froid et de l'hiver. D'ailleurs, les Yakoutes et les peuples de langue altaïque d'Asie centrale racontent qu'au milieu de la constellation des Pléiades se trouve un trou perçant la voûte du ciel. Ce serait par ce trou que vient le froid. A l'inverse, le coucher des Pléiades à l'ouest, quelques minutes après le soleil, annonce le printemps et chante le retour salvateur de la pluie, le réveil de la terre, la fertilité. C'est la saison des amours qui commence. La vie reprend des couleurs, tandis que le Taureau, toujours précédé par les Pléiades, s'enfonce sous l'horizon. Virgile n'a de cesse de les évoquer dans son poème Les Géorgiques, et avant lui, Hésiode, dans Les Travaux et les Jours. Pour de nombreuses civilisations, l'année commence quand paraissent les Pléiades, à la fin de la nuit, quelques instants avant le soleil. Ainsi, le lever héliaque de Matariki, les yeux de Dieu, est-il très attendu par les Maoris. Idem chez les Mayas, où elle se nomme Tzabek, la queue du serpent à sonnette, et chez les Aztèques, où elles étaient Tianquetzli, la place du marché. Restons dans l'Amérique précolombienne pour évoquer cette fois les Incas, et encore aujourd'hui leurs descendants, qui scrutent chaque année, non sans inquiétude, le lever héliaque de la grappe d'étoiles qu'ils nomment le Summer. Au sommet des plus hautes montagnes, les prêtres et aujourd'hui les paysans observent la taille apparente du Summer lorsqu'il surgit à l'horizon. Si les Pléiades apparaissent grandes et amples, cela augure de bonnes récoltes. En revanche, une petite taille témoigne d'une atmosphère sèche et présage de mauvaises récoltes. Ces observations témoignent de l'influence du phénomène météorologique cyclique El Niño qui se manifeste régulièrement dans l'océan Pacifique. Une des plus anciennes représentations connues des Pléiades est peut-être cette assemblée de points sombres au-dessus du grand taureau peint sur les parois de la grotte de Lascaux il y a environ 17 000 ans. Au Paléolithique, l'homme se sédentarise et apprend à cultiver la terre. Le taureau, le bœuf, qui lui donne de la nourriture mais aussi des vêtements, possède une force qu'il apprend à domestiquer pour les travaux difficiles. En ce temps-là, outre les changements de saison, les Pléiades pouvaient être associées aux périodes de rude des bovidés et revêtir un symbolisme qui ne les quitteront plus. Dans un passé plus récent, c'est sur le disque de Nebra que figure la plus ancienne représentation de l'amas stellaire. Il s'agit vraisemblablement de l'un des premiers calendriers conçus à l'âge de bronze, vers 1600 avant notre ère. Les Pléiades tiennent une place prépondérante aux côtés du Soleil et de la Lune, deux autres emblèmes qui rythment les jours et les saisons. Dans le moule Apin, le catalogue des étoiles, les Assyriens présentent en 1370 avant Jésus-Christ les 66 constellations qui se partagent la voûte céleste. Ils évoquent le Taureau céleste et le groupe Moul-Moul, les étoiles ou les 7 étoiles. Dans la prière au dieu de la nuit, les Akkadiens lui préfèrent le nom de Zapu, qui se traduit par la touffe de poils. À la même époque, les Hébreux les nomment Kihima, les 7 étoiles. La célèbre épopée de Gilgamesh, récit très ancien qui a circulé dans toute la Mésopotamie, raconte comment le taureau céleste fut tué par le héros, roi de la cité de Rouk, avec l'aide de son ami Enkidu. Envoyé par la belle et divine Ishtar pour punir Gilgamesh de l'avoir offensé en refusant ses avances,
Le taureau devait anéantir la cité royale. Le puissant animal fut tué par le couteau des deux héros, et de ses cornes couvertes de l'azulite, Gilgamesh en fit offrande pour les onguents de Lugalbanda, son protecteur. Nos cartes du ciel modernes ont hérité de la figure grecque du taureau, laquelle a voyagé depuis le Moyen-Orient. Deux légendes prédominent. L'une raconte que le puissant dieu Zeus, Jupiter, qui règne sur l'Olympe, avait pris l'apparence d'un taureau afin d'approcher la belle Europe, puis de l'enlever. L'autre légende raconte que Zeus s'était transformé en taureau pour défendre les 7 filles d'Atlas, poursuivies inlassablement par le chasseur Orion. Il dit d'ailleurs que les belles Pléiades furent transformées en colombes. C'est une des traductions possibles proposées par l'helléniste Robert Grave. Pléiade pourrait venir de Péléade, peuple des colombes. Les deux autres origines avancées sont Plain, Pleusis, qui signifie en grec naviguer. Rappelons que ce sont les filles de Pléione, une océanide qui descend des Titans, Océan et Tétis. Sinon, il y aurait aussi Pléos, qui se traduit par plusieurs. La prestigieuse collection d'œuvres littéraires, la bibliothèque de la Pléiade, se réfère aux 7 grands poètes de l'Antiquité désignés par Ptolémée II. Apollonios, Aratos, Philiscos, Homère, Lycophron, Nicandre et Théocrite. Pour les latins, les Pléiades représentaient une grappe de raisin. Dans plusieurs régions du monde, de l'Afrique jusqu'à la Provence, les Pléiades incarnent une poule et ses poussins, la poussinière. Dans les temps modernes, le groupe d'étoiles est célèbre sous son appellation japonaise Subaru, la marque automobile. Subaru est aussi le nom que porte le plus grand télescope japonais installé à Hawaï, au sommet du Mauna Kea. Depuis presque 250 ans, les Pléiades sont aussi connues sous le terme M45. Charles Messier les a inscrits dans le célèbre catalogue qui porte son nom en 1769. Comme on peut le voir sur les différentes photographies, l'amas compte beaucoup plus que 6 ou 7 étoiles. En réalité, elles sont plusieurs centaines. C'est un amas ouvert. Toutes ces étoiles sont très jeunes. Elles ont environ 100 millions d'années et sont encore liées gravitationnellement. Distantes de 440 années-lumière, elles brillent au milieu de coussins de gaz qui réfléchissent leur lumière. Sur cette image, on peut voir les noms confiés par les astronomes aux étoiles les plus importantes. Les 7 sœurs sont aussi les 7 filles d'Atlas et de l'océanide Pléione. Comme on peut le voir, c'est Alcyone qui domine l'amas. 2400 fois plus brillante que le Soleil, elle est un jeune monstre stellaire 10 fois plus massif que notre étoile et 6 fois plus grand. À ses côtés, ses sœurs Astérope, Maia, Tégét, Célano, Électre, Astérope et Mérope. Cette dernière est la seule qui n'épousa pas un dieu. On dit que honteuse d'avoir choisi le mortel Sisyphe, elle brille moins dans le ciel que toutes ses sœurs. Quittons l'astérisme des Pléiades pour visiter leurs demi-sœurs, les Hyades, nymphes des pluies. La disposition en V des étoiles les plus lumineuses évoque la tête du taureau céleste. À l'œil nu, on en distingue peut-être 5, mais là encore, l'essaim est beaucoup plus peuplé, regroupant entre 300 et 400 étoiles. Encore très jeunes, leur âge est estimé à 625 millions d'années. C'est quand même 6 fois plus que les Pléiades. Des astronomes pensent que les Hyades ont un lien de parenté avec M44, plus connu sous le nom de l'amas de la ruche ou de la crèche, Beehive en anglais, au centre de la constellation du Cancer, le crabe. Entraînés par les mouvements de la galaxie et déliés par les forces gravitationnelles, les amas ouverts se dispersent au fil du temps. Plus âgés que les Pléiades, les Hyades nous apparaissent en effet en fuite de tous côtés. Distantes de 152 années-lumière, elles sont 3 fois plus proches de nous que leurs demi-sœurs. Contrairement à ce que les apparences nous imposent, l'étoile flamboyante Aldébaran n'appartient pas aux Hyades. 65 années-lumière seulement nous en séparent. Son nom actuel vient de l'arabe Aldabaran, qui se traduit par la suiveuse, celle qui suit les Pléiades. Il y a environ 5000 ans, les Perses voyaient en elle une des 4 étoiles royales. Chez les Romains, on lui connaît plusieurs noms. Palalicium, en l'honneur de Palès, déesse des bergers. Les Latins la célébraient le 21 avril, soit le même jour que la grande fête de la fondation de Rome. Autrement, il y a aussi Lampadias, Fulges Fucularum, l'œil du taureau qui lance des éclairs, et aussi Cortori, le cœur du taureau.
Chez les Inuits, Aldébaran représente l'esprit de l'ours polaire. L'astronomie moderne a révélé qu'Alpha Tauri est en réalité un système stellaire multiple. Des observations récentes suggèrent qu'elle partage sa vie finissante avec des naines brunes, des étoiles très discrètes et de faible masse. La géante rouge que nous voyons est 40 fois plus grosse que le Soleil. C'est la 13e étoile la plus brillante du ciel, 425 fois plus lumineuse que notre étoile. Pour l'anecdote, la sonde spatiale Pioneer 10, qui fut le premier vaisseau à explorer les planètes géantes de notre système solaire dans les années 1870, s'éloigne de nous en direction d'Aldébaran. Elle devrait l'atteindre dans seulement 2 millions d'années. Les deux cornes du taureau sont dans le prolongement du V des Hyades. Elnat, ou Alnat, est la 2e étoile la plus brillante du taureau. Environ 130 années-lumière nous séparent de cette étoile, 700 fois plus brillante que le Soleil. À l'instar de la rougeoyante Aldébaran, Beta Tauri deviendra une géante rouge dans quelques millions d'années. Alnat appartient également à la constellation du Cocher, où elle est désignée par Gamma Aurigae. Quant à l'autre corne, elle se nomme Zeta Tauri. Changguan pour les Chinois, la porte céleste. Par une belle nuit limpide d'hiver, on peut voir que c'est une étoile bleue. Éloignée de 420 années-lumière, il est difficile de réaliser sa taille et sa masse énorme, 9 fois supérieure à celle du Soleil. C'est une étoile très chaude qui brille 5700 fois plus que la nôtre. Elle est âgée que de 25 millions d'années et elle s'approche déjà de la fin de sa vie. Après avoir brûlé toutes ses réserves d'hydrogène, principal carburant des étoiles, elle explosera dans quelques millions d'années en supernova. Une supernova, justement, il y en a une qui a explosé dans cette région du ciel, mais pas tout à fait à côté, à 6000 années-lumière de nous. Au Moyen-Âge, nos ancêtres ont pu admirer son éclat soudain pendant plus de 23 jours. 4 fois plus brillante que Vénus, l'étoile qui venait de s'effondrer sur elle-même était visible en plein jour. C'était le 4 juillet de l'an 1054. Une invitée céleste, comme le rapportent les chroniques chinoises, des témoignages du phénomène abondent, principalement en Extrême-Orient et aux Amériques, sur des pétroglyphes amérindiens. Les Européens ont préféré taire l'événement, ou du moins ne pas le retranscrire. Près de 1000 ans ont passé. À présent, il est possible d'observer dans nos télescopes les cendres de cette supernova. Nommée la nébuleuse du Crabe, elle est aussi M1, le premier objet du catalogue de Messier.